troisième jour de guerre au Moyen-Orient. L'armée israélienne poursuit ses bombardements sur Téhéran. L'armée iranienne, de son côté, a visé Jérusalem. Un conflit qui se régionalise dangereusement. La région s'embrase même. Au Liban, le Hezbollah a tiré des roquettes sur Israël, qui a bombardé la banlieue sud de Beyrouth notamment. On en parle ce soir avec tous nos invités. Gallagher Fenwick, merci d'être avec nous et bonsoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste de politique internationale. Vous avez été correspondant à Washington et à Jérusalem. Sorour Kasmaï, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes éditrice franco-iranienne chez la maison d'édition Actes Sud. À vos côtés, Sina Abedi, bonsoir et bienvenue. Architecte franco-iranien, vous êtes l'auteur du livre Et après les mollahs, ces questions sur l'avenir de l'Iran que l'on chuchote au dîner parisien, édition Gondi Chapour. À Jérusalem, notre correspondant Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane. Et en direct de Beyrouth, Anthony Samrani, rédacteur en chef à L'Orient le Jour, le journal francophone libanais. On commence avec vous, Anthony, à l'instant. Nouveau bilan officiel établi par les autorités libanaises. 52 morts, 154 blessés dans les bombardements israéliens après les tirs de roquettes du Hezbollah sur le sol israélien. Racontez-nous, Anthony, comment s'est déroulée cette journée. Comme un cauchemar qui recommence, c'est-à-dire qu'on est réveillé en pleine nuit par une série de bombardements qui font suite à une volonté du Hezbollah de venger la mort de Khamenei. On rappelle que l'armée israélienne bombarde le Liban quotidiennement depuis plus d'un an et que le parti n'a jamais répondu. Et aujourd'hui, puisqu'il s'agit de venir au secours de son parrain, il le fait, mettant tout un pays complètement sous un tapis de bombes, ou en tout cas sous le risque d'être sous un tapis de bombes israéliennes. Les Israéliens ont répliqué comme on s'y attendait. Ils n'attendaient justement, eux, que ça pour, comme ils le disent, finir le travail, c'est-à-dire affaiblir encore plus la milice chiite. L'élément vraiment nouveau cette année par rapport à ce qu'on a déjà vécu par le passé, c'est la colère de la base populaire du parti, une colère extrêmement forte. On n'a jamais écouté autant de gens qui sont proches du parti le critiquer, dire des choses comme que Dieu les maudisse, ils sont fous, ils étaient là pour nous protéger, ils nous vendent aux yeux des Iraniens. On rappelle aussi que quand le Liban a été bombardé, même quand Hassan Nasrallah, le secrétaire général du parti, avait été assassiné, l'Iran n'avait pas bougé. Et là, beaucoup de Libanais, en tout cas beaucoup de Libanais proches du Hezbollah, ne comprennent pas pourquoi le parti va au secours de son parrain iranien. Ce qui renforce encore plus donc non seulement le divorce entre le Hezbollah et le reste du Liban, mais qui crée aussi un nouveau divorce entre le Hezbollah et une partie de sa base populaire. Et restez avec nous, Anthony Samrani, colère aussi du gouvernement libanais contre le Hezbollah. On reviendra vers vous à ce sujet tout à l'heure. Mais avant, direction Jérusalem avec notre correspondant Stéphane Amar. Stéphane, nouvelle journée sous les missiles iraniens et dans les abris pour les Israéliens qui en ont. Racontez-nous, vous aussi, comment s'est déroulé ce lundi, donc au troisième jour de guerre. Alors effectivement, des alertes régulières, il y a eu plusieurs alertes au cours de la journée, moins à Jérusalem qu'à Tel Aviv, mais le rythme a ralenti. D'abord, la nuit dernière a été calme, contrairement à la première nuit où quasiment toutes les heures les sirènes ont retenti. Il n'y a pas eu d'alerte la nuit dernière, ni à Jérusalem, ni à Tel Aviv. Et globalement, d'après les services de sécurité israéliens, la fréquence des tirs aurait baissé de 30%. Le bouclier antimissile fonctionne. Hier, il y a eu une bévue, il n'a pas fonctionné et les conséquences ont été dramatiques puisque 9 personnes, dont des enfants, ont été tuées alors qu'elles se trouvaient dans un abri à Beth Shemesh, à une trentaine de kilomètres d'où je me trouve, sur la route de Tel Aviv. Alors, évidemment, le pays reste sous tension, très attentif à ce qui se passe dans la région. 100 000 réservistes ont été réquisitionnés et notamment pour la frontière nord dont on vient de parler car c'est le nouveau point chaud, un nouveau front qui s'ouvre pour Israël. Merci beaucoup Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour TV5 Monde. Gallagher Fenwick, l'Iran avait prévenu toute attaque américaine et israélienne entraînerait la région du Moyen-Orient dans le chaos. On y est ? On l'entend très bien dans ce que racontait à la fois Anthony Samrani depuis Beyrouth et Stéphane Amar depuis Jérusalem. C'est un moment véritablement tellurique. Les plaques tectoniques sont en train de bouger et dans ce moment suspendu, tout le monde effectivement se demande où est-ce qu'elles vont finir par se fixer. Ce qui est certain,
Et j'en termine par là, c'est qu'une page est en train de se tourner. Une page ouverte en 1979 avec d'autres moments depuis, le 7 octobre notamment, et que tout cela n'est pas totalement, cette histoire n'est pas finie d'être écrite, mais c'est un chapitre très très important qui est en train de se refermer. Alors, Sorour Kazma, Yessina Abedi, qu'on se le dise, vous n'êtes pas géopolitologue, mais il était important pour nous d'avoir des voix iraniennes, à la fois françaises mais iraniennes, sur notre plateau, sur TV5 Monde. Sorour Kazma, la question est simple. Quel est votre état d'esprit? On imagine que les nuits sont compliquées pour vous, à des milliers de kilomètres de votre pays d'origine. Quel est votre état d'esprit après 3 jours de guerre et 2 jours après la mort de Khamenei? Écoutez, je pense que mon état d'esprit est celui de beaucoup d'Iraniens aujourd'hui, c'est-à-dire on évolue entre stupeur de la guerre et des bombardements que subissent nos proches et la population iranienne et l'espoir que cette même population porte en elle parce que au fait, elle s'est rendue compte qu'après tout ce qu'elle a pu faire et le courage extraordinaire qu'elle a montré, elle a récolté les massacres du 8 et 9 janvier dernier et que toute seule, elle n'y arriverait pas. Alors, c'est toute la question de pouvoir vraiment approfondir cette possibilité ou impossibilité, mais on est tangué, si vous voulez, entre ces deux états d'âme, ces deux émotions contradictoires. Sina Abedi, vous concernant? Tout à fait. Enfin, je rejoins totalement Madame Kasmaï sur ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire que cela fait plusieurs semaines que nous, en fait, en tant que diaspora iranienne, on dort très mal, mais en même temps, nous sommes, comment dirais-je, déterminés par la suite, parce que c'est le peuple iranien qui a clairement exprimé sa volonté de se débarrasser de ce régime. Et donc aujourd'hui, bien sûr, nous sommes très inquiets, mais en même temps, la société iranienne porte en elle les germes d'une renaissance possible. Donc c'est à la fois une situation très inquiétante, parce qu'une guerre n'est jamais agréable, mais en même temps, nous sommes, en fait, je ne peux pas, à titre personnel, cacher ma joie et ma satisfaction de voir le dictateur disparu. Juste avant d'entendre Pete Hegseth, le chef du Pentagone, c'est-à-dire le secrétaire américain à la Défense, Donald Trump, il a réitéré, si je puis dire, ce qui s'était passé début janvier. Il dit aux Iraniens, allez-y, le moment venu, c'est à vous de prendre le pouvoir à Téhéran. On a le sentiment d'avoir, hélas, un goût de déjà-vu. Et à quel prix vous l'évoquiez? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites qu'il faut que les Américains lancent une intervention terrestre au sol, comme elle l'a fait en Irak? Ou est-ce que vous vous dites le peuple peut le faire, en sachant que là, la réponse est... Ma première réaction à cette déclaration de Donald Trump, c'était de penser qu'il voulait s'en débarrasser et dire maintenant c'est à vous de finir le travail. Mais apparemment, il y a une heure, il est revenu sur le fait qu'il pourrait envoyer... Et aller plus loin. Aller plus loin, que la campagne pourrait durer plus longtemps et qui pourrait envoyer des troupes au sol. Donc tout ça, vous savez, avec Trump, on ne sait jamais ça va très vite. Mais soyons clairs, quand il dit aux Iraniens de prendre le pouvoir, il demande à des groupes armés, on imagine, d'agir. En fait, je laisse le soin de commenter en fait les prises de position de Donald Trump aux experts, mais en fait, moi, je peux vous dire que le peuple iranien est déjà descendu dans les rues et en fait, et cela ne date pas uniquement des événements du mois de janvier, même en fait, il y a 2 semaines, on a vu dans les universités iraniennes. Après la mort de Massa Amini, il y avait eu le printemps vert. Plus récemment, vous voulez dire? Plus récemment, il y a 2 semaines, en fait, on a vu les étudiants iraniens retourner encore dans les universités. Donc, en fait, quelles que soient les circonstances, que ce soit avec une intervention externe ou pas, les Iraniens se libéreront de ce... De toute façon, un transfert de pouvoir se ferait que par le peuple iranien, ça, il faut être clair. Mais il faut encore avoir les moyens, c'est-à-dire les armes, l'organisation, les coordinations pour le faire. Et ça, c'est toute la question. C'est toute la question. Et comme promis, on va maintenant écouter Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qui semble s'adresser à l'opinion publique américaine. Se dirige-t-on vers un conflit à l'irakienne ou à l'afghane? Écoutez plutôt. Les États-Unis, indépendamment de ce que disent les soi-disant institutions internationales, mènent la campagne aérienne la plus meurtrière et la plus précise de l'histoire.
des bombardiers B-2, des drones, des missiles et bien sûr des armes secrètes. Le tout selon nos propres conditions et avec les pouvoirs les plus étendus. Plus de règles stupides de combat, plus de bourbiers visant à construire une nation, pas un exercice de construction de démocratie, pas de guerre politiquement correcte. Nous combattons pour gagner et nous ne gaspillons ni temps ni vie humaine. On n'est pas là pour construire la démocratie. Réaction. Vous disiez en lançant cet extrait du discours qui était très attendu de Pete Hegseth, dont il faut rappeler que c'est le secrétaire désormais à la guerre, qui s'est exprimé depuis le Pentagone avec à ses côtés le chef d'état-major. Il a lui-même fait la guerre, ouais. Effectivement, en Irak notamment et en Afghanistan, deux guerres auxquelles vous faisiez référence. Il avait à ses côtés le chef d'état-major Dan Kane. En réalité, il s'adresse à une personne, une seule, à savoir le président Donald Trump, qui le regarde, qui l'écoute et à qui il veut plaire. Et il fait écho à ce qu'a déjà dit Donald Trump, à savoir qu'il n'a que faire du droit international et qu'il n'a, je cite, c'est ce qu'il avait dit au New York Times, pour seule limite que sa propre moralité. Et donc il y a cette idée, dans une recherche d'efficience, d'efficacité, de se passer de tout ce qui peut constituer une sorte d'obstacle ou de frein, notamment les règles, le droit, etc. Mais ce qui suscite, et je vous rejoins, crainte et espoir, c'est qu'en réalité, ce qu'attendent les Américains, très concrètement, c'est de comprendre quels sont les objectifs. Puisque, je rappelle que cet élan premier tel qu'il est verbalisé par Donald Trump, notamment dans son réseau social, c'est de venir au secours d'une population qui est massacrée par le régime. Mais alors c'est quoi l'objectif une fois que Khamenei est mort? Eh bien, on ne le comprend toujours pas du côté des États-Unis, puisque Donald Trump ne cesse de produire des explications contradictoires. On nous parle de temps en temps du balistique, de temps en temps des proxys. Nous irons aussi loin que nécessaire, a dit aussi Pete Hegseth. Exactement. Dans le même discours. Que Donald Trump lui-même, aujourd'hui, a dit que finalement, il n'exclut pas possiblement l'envoi de troupes au sol, mais dans la déclaration de 8 minutes qu'il publie dans la nuit de vendredi à samedi, il a cette formule où finalement il délègue au peuple iranien l'entière responsabilité, s'il le souhaite et le peut, de changer le régime. Ça veut dire qu'il transfère le risque de cette opération qui serait extrêmement dangereuse sur les épaules des civils. Et le pouvoir iranien qui appelle ce soir les Iraniens à descendre dans la rue pour le soutenir. Donc 2 jours après cette attaque, au 3e jour de guerre. Soro Kasmaï, c'est un peu ce que vous nous disiez juste avant, en déclaration, en fait, difficile à suivre, l'administration Trump. Oui, mais vous savez, je pense que le peuple iranien a son objectif. Il espérait bien sûr une aide étrangère parce qu'il ne voyait pas comment il arriverait à bout d'une théocratie militaire qui n'hésite pas à tirer sur le peuple, sur les enfants, sur les vieux, les moins vieux. Et il pensait que, peut-être que ça viendrait de là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, vous savez, les Iraniens, c'est un peuple très politisé. Et donc, ils lisent, ils suivent tous les événements. Juste avant de retourner à Beyrouth, parce que c'est le thème de ce débat ce soir, sur cet embrasement régional, pardon de vous la poser comme ça, mais pour vous, c'est bon ou pas que ça s'embrase alors qu'il y a des victimes civiles partout, désormais, y compris d'ailleurs américaines, 4e soldat tué aujourd'hui, 52 morts au Liban, des centaines en Iran, 9 hier ont été tués en Israël, Stéphane Amar le rappelait tout à l'heure. Pour vous, c'est bien ou pas que ça s'embrase régionalement? Écoutez, en fait, je ne peux pas être sélectif dans mon humanité, donc en fait un mort partout, mais si vous me permettez, j'aimerais revenir sur un sujet. En fait, il serait une erreur de plaquer des schémas sur la réalité iranienne. L'Iran n'est ni l'Irak après Saddam, ni la Libye de Kadhafi. C'est un État-nation qui trouve ses racines en fait dans les plusieurs siècles d'histoire. Mais qu'est-ce que ça change? Parce que ça, on l'entend souvent. Si je puis me permettre, en fait, aujourd'hui, en fait, vraiment, on parle d'une société qui est pas du tout passive. En fait, on parle d'un pays, bien sûr, qui est riche de pétrole, mais aussi et surtout riche de son capital humain. Et souvent, on oublie en fait d'aborder ce sujet parce que, en fait, s'il y a aujourd'hui une intervention, c'est parce que le peuple iranien l'a décidé, si j'ose dire. Et c'est eux qui ont vraiment ouvert la voie à la chute de ce régime. Et donc, on ne parle pas d'un peuple qui est soumis ni passif. Donc, voilà, je tenais vraiment à souligner cela. Eh bien, voilà qui est dit. Et direction donc Beyrouth, Anthony Samrani, rédacteur en chef à L'Orient le Jour. Je le disais tout à l'heure, vous parliez de la colère de la base, des sympathisants même du Hezbollah, colère aussi du gouvernement libanais. Racontez-nous comment le Premier ministre notamment a réagi tout au long de la journée. Alors, ça fait plusieurs jours que le gouvernement libanais
explique que le Hezbollah lui a donné des gages qu'il n'allait pas s'engager, tout simplement parce que c'est une opération suicide, hein, il n'a pas les moyens de changer le cours de la guerre. La réponse israélienne, on le savait, allait être dévastatrice. Donc le gouvernement libanais, enfin les autorités libanaises dans leur ensemble ont été extrêmement surprises par la participation du parti. Elles ont fait un conseil des ministres extraordinaire ce matin à 8 heures du matin. Et je rappelle qu'au sein du gouvernement libanais, toutes les grandes formations politiques sont représentées, dont le Hezbollah et dont l'allié chiite du Hezbollah, c'est-à-dire Amal. Et à l'issue de ce conseil de ministres, a été décidé que le parti, les activités militaires du parti seraient désormais jugées comme illégales. C'est une première au Liban de le dire de façon aussi forte, mais à mon sens, c'est essentiellement de la rhétorique. Puisqu'à partir du moment où, de toute façon, le monopole des armes aux mains de l'État est consacré par plusieurs décisions internationales, mais aussi par la constitution libanaise, de fait, les activités de la milice étaient illégales. Donc le gouvernement libanais avait peut-être une occasion historique du fait de ce que je vous disais tout à l'heure, du fait qu'il y a une évolution forte, en tout cas pour le moment, au sein de la base populaire du Hezbollah, pour aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire peut-être dissoudre politiquement le parti, c'est-à-dire faire l'exclure du gouvernement, c'est-à-dire appeler l'armée à aller chercher les entrepôts où ils se trouvent, à arrêter tous les responsables qui ont notamment envoyé des roquettes. C'est vrai que c'est extrêmement complexe. C'est vrai que ça aurait pu provoquer des tensions, peut-être un risque de bataille sanglante entre l'armée et la milice chiite. Mais l'alternative, ce qui arrive, c'est-à-dire le plan israélien, à mon sens, risque d'être bien pire, puisque les Israéliens, cette fois-ci, n'hésiteront pas. Il n'y a rien qui les arrêtera pour taper beaucoup plus fort et peut-être même, dans un second temps, pour envahir encore un peu plus le sud du pays. Envahir encore le sud du pays, l'histoire qui se répète, Gallagher-Fenwick? Non, ben absolument. Anthony Samrani l'a décrit à l'instant, et c'est le scénario que redoutaient énormément de Libanais et de Libanaises qui se retrouvent à nouveau otages d'une histoire qu'ils ne maîtrisent pas et d'un parti qui leur a militairement et politiquement aussi grandement porté préjudice. Et donc il y a à nouveau ce sentiment chez les Libanaises et les Libanais qu'on peut écouter et saluer au passage. Encore une fois, c'est ce terme d'otage qui me vient à l'esprit, mais de ne pas être maître de ce destin, coincé entre ce parrain iranien dont parlait Anthony Samrani et Israël, qui a déjà violé un cessez-le-feu à des milliers de fois, dont la France est l'un des parrains aux côtés des Américains, je le rappelle. Donc oui, l'embrasement que vous décriviez, il est déjà là, c'est une réalité, sur mais toute la région. Il peut s'intensifier, et nous, ici, mais aussi peut-être nos amis qui sont sur le continent africain, peu de monde va être épargné. D'un point de vue économique, on le voit, les tensions, Hugo Barbieux en parlait, les tensions sur le marché énergétique qui vont faire monter les prix du pétrole, du gaz naturel liquéfié et d'autres commodités. Ça fait partie de la stratégie iranienne. Et d'autant plus que ça peut durer. La douleur bien au-delà de ses frontières. Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, dit, contrairement aux États-Unis, nous sommes préparés à une longue guerre. Réponse du berger à les bergères, Donald Trump, qui dit qu'ils peuvent tenir, les États-Unis, 4 ou 5 semaines. Une guerre longue, ça voudrait dire quoi pour vous? Est-ce que vous avez des nouvelles, vous, tous les deux, en provenance d'Iran, désormais? C'est quoi le quotidien? Enfin, si je peux me permettre, une guerre longue pour eux, ça permettrait de se réorganiser et de remettre, si vous voulez, leur base dans toute la région. Parce que la question que vous posiez à M. Abedi sur l'embrasement de la région, vous savez, pour nous Iraniens, citoyens iraniens, l'embrasement de la région n'est pas une bonne chose parce que cette région poudrière, plus elle est, si vous voulez,
cultivés par les bombes, plus les démons se réveilleront. Et nous en savons quelque chose. Et donc, le gouvernement, le régime iranien n'a pas d'autre choix. Il fait diversion. D'ailleurs, c'était la stratégie que prenait Khamenei avant de disparaître. Il avait dit, comme vous l'avez rappelé, que si on nous déclare la guerre, nous ferons la guerre dans toute la région. Et ça, ils gagneront, eux, ils seraient gagnants là-dedans. Mais pas le peuple iranien, ni les autres peuples de cette région. Le peuple iranien, justement, vous disiez tout à l'heure, l'Iran, c'est un État-nation, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, pour le coup, je repose ma question comme l'Irak, un risque d'éclatement, parce qu'on a tendance à, pas forcément le savoir, mais il y a des minorités, et pas qu'une, en Iran. En fait, oui, bien sûr, je comprends la question et c'est la première fois qu'on me pose cette question. Déjà, en fait, je tiens à préciser que je ne parle pas pour les Iraniens, je parle en tant qu'un Iranien de France et parmi les Iraniens, il y a en fait une diversité assez incroyable. Mais en fait, les Iraniens, quelles que soient leurs origines, leur langue, leur ethnie, ils sont unis derrière leur culture et ça, en fait, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un État-nation qui trouve ses racines en fait vraiment depuis des millénaires. Donc en fait, il y a une langue qui nous unit, il y a une culture. Et j'aimerais, en fait, si vous me permettez, revenir sur cette question en fait, du rôle régional de l'Iran. Aujourd'hui, on voit que, malheureusement, à cause de ce régime maléfique, l'Iran joue un rôle déstabilisateur dans la région. Mais demain, en fait, un avenir libre est possible pour l'Iran et l'Iran, après Mollah, pourrait devenir un inspirateur pour la paix, non sellement à l'échelle de ses frontières, mais aussi à l'échelle de tous les pays qui sont sous l'influence iranienne. Je pense à l'Afghanistan, je pense à Tadjikistan, et Madame Kasmaï, elle est très bien placée pour le savoir. En fait, on a une culture en partage, et donc je pense que c'est votre espoir, en tous les cas, que l'Iran de demain fasse rayonner. L'espoir, c'est aussi une réalité que les Iraniens ont déjà tracée. Voilà. Oui. Vous savez, les monarchies du Golfe Persique étaient un petit peu dubitatifs quant au mouvement de contestation en Iran, parce qu'ils avaient peur, s'il y a un printemps iranien à nouveau, qu'il y ait des répercussions chez eux. Qu'il y ait des répercussions chez eux. Donc, il y a cet aspect des choses qu'il ne faut pas oublier. Et oui, puisque Sorour Kasmaï parle de l'Arabie Saoudite, c'est la première fois que l'armée saoudienne relève ses niveaux d'alerte après des attaques. Et elle dit qu'une attaque iranienne concertée sur des sites pétroliers enclencherait une réponse. Le Qatar dit aujourd'hui avoir détruit 2 avions. L'embrasement régional, c'est bel et bien parti. Ça peut s'aggraver encore plus dans les heures qui viennent. Oui, avec une participation. L'Iran dit aussi, je précise quand même, nous n'avons rien contre ces pays-là. L'Iran dit qu'elle n'a rien contre ces pays. Oui, ce qui peut être, ou ce qui est sans doute compris, et j'ai entendu le numéro 2 du ministère iranien des Affaires étrangères dire cela, notamment aujourd'hui sur CNN, mais ça peut être compris par les voisins du Golfe Persique, notamment, vous savez, les pays de la coopération du Golfe, les 6 nations, le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite et les autres, comme étant purement une posture, mais il y a du côté, notamment, je l'ai entendu du côté du Qatar également, aujourd'hui la perception d'une agression par l'Iran et à laquelle il se réserve le droit de répondre militairement. Maintenant, quand vous voyez, et on l'a vu dans le journal de 18h, que les Koweïtiens ont par accident abattu, non pas 1, mais 3 avions américains, si vous engagez des armées, j'allais dire, locales, qu'elles soient saoudiennes, etc., vous ajoutez de la complexité dans le fait de faire interopérer différents éléments qui ont pu par le passé parfois s'entraîner ou fonctionner ensemble, mais dans un cadre de guerre chaude comme celui-ci, c'est d'une extrême complexité, mais on sent quand même que la tension continue de monter crescendo. Merci Gallagher Fenwick, Sorour Kasmaï, merci beaucoup et merci également à vous, Sina Abedi, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette édition.